Bonjour, le Bénin démarre ce matin sous de bons auspices avec toute l'équipe déjà bien en place. Bonjour et merci de nous rejoindre sur votre programme matinal d'information et d'actualité. Nous sommes le 16 mai 2025 et au menu ce matin, chers Lève-Tôt, on fait le bilan du Festifis 2025. Vous l'avez compris, amis téléspectateurs, nous prendrons ce matin la direction de Niki qui a du 6 au 10 mai 2025 vibré au rythme du 7e art à l'occasion de la 5e édition du Festival international des films identitaires et solidaires. Quelques jours après les festivités, on marque une pause et on fait le bilan sur Bonjour le Bénin. Rejoignez-nous juste après le bulletin d'information pour plus de précision. Au sommaire également de l'émission de ce 16 mai 2025, Adek Aligbonon est notre artiste ce matin, auteur, compositeur, chanteur et interprète béninois de renom, sociétaire du groupe Africa Percu. Il revient au devant de la scène avec un nouvel album que nous allons ensemble découvrir ce matin, 10 ans après que le Japon l'a adopté. Le Bénin, il faut le dire, ne l'a jamais quitté. Adek Aligbonon est notre invité ce matin. Et puis, dans la chronique sport de ce matin, nous allons parler du kickboxing. C'est un sport de combat. Nous en parlons donc avec l'Africa Open Combat qui en est à sa 2e édition. Bruno Swali sera avec moi en plateau pour nous donner les détails. Ce sera en toute fin d'émission. Restez scotchés devant vos petits écrans. Et bien entendu, vous le savez, l'incontournable rendez-vous de tous les matins, c'est l'instant débat. On va se retrouver sur le forum de discussion ce matin et nous allons parler, oui, une fois encore, de la jalousie. La jalousie est-elle une preuve d'amour? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre ce matin. Et vous qui êtes à la maison, quelle que soit votre position, sachez-le, vous avez la possibilité de participer au forum de discussion de ce matin en répondant à la question: la jalousie est-elle une preuve d'amour? Nous comptons sur vous pour opiner via nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, également WhatsApp. Allez, c'est parti pour Bonjour le Bénin de ce jour. Et on démarre tous les jours, vous le savez, par Ediacho, Christelle Tongodo. Bonjour Christelle. Bonjour. Et ce matin, ça va bien? La grande forme. C'est une matinée un peu fraîche, hein, n'est-ce pas? Mais bon, mais on est là, comme d'habitude, toujours, comme tous les matins. Toujours au taquet. Le bulletin d'information, c'est avec vous. Je vous retrouve juste après. Plaisir de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au bulletin d'information. Les membres fondateurs du parti politique Le Libéral auraient corrompu des agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour l'obtention du récépissé provisoire de création de leur parti politique. Des faits de corruption avérés qui mettent en cause un cadre de la direction des partis politiques et des affaires électorales et l'autre de la direction des affaires intérieures et des cultes. Suivons ici un extrait de la déclaration du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Il est au micro de François Zissou et Ulvaeus Balogun. Les membres fondateurs, mandataires du parti politique Le Libéral, en abrégé LLB, ont transmis par la lettre sans numéro en date du 2 août 2024 au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique le dossier de déclaration administrative de constitution de leur parti politique. Ce dossier a été enregistré au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 5544 en date du 2 août 2024. Conformément aux dispositions de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi numéro 2019-41 du 15 novembre 2019, ce dossier a été étudié. Au terme de l'étude du dit dossier, il a été notifié à nouveau le 19 février 2025 aux responsables du parti politique Le Libéral un récapitulatif des insuffisances relevées sur une page et annexé à la lettre numéro 215 en date du même jour. Enfin, par la lettre numéro 009 du 14 avril 2025, enregistrée à la même date
au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 2104, les membres fondateurs mandataires du parti politique Le Libéral ont transmis la version corrigée de la déclaration administrative de constitution de leur parti politique à l'issue de l'Assemblée générale constitutive tenue à Abomey-Calavi le samedi 5 avril 2025. Ce dernier dossier, ne souffrant d'aucune insuffisance, il a été délivré le 28 avril 2025 aux responsables du dit parti politique, le récépissé provisoire en date du 25 avril 2025. Dans le but d'un enregistrement définitif au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les responsables du dit parti politique ont envoyé par lettre numéro 021 du 7 mai 2025, enregistré à la même date au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 2843, 2 exemplaires du journal officiel de publication du récépissé provisoire de déclaration administrative de constitution de parti politique Le Libéral. C'est à cette étape que j'ai été informé de sources dignes de foi des faits de corruption avérés mettant en cause 2 cas du ministère, dont l'un de la direction des partis politiques et des affaires électorales et l'autre de la direction des affaires intérieures et des cultes sur le même dossier. En effet, le cadre en service à la direction des affaires intérieures et des cultes aurait approché le principal responsable du parti en création pour lui proposer des facilitations contre rémunération de sa part en vue de faire aboutir son dossier au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, proposition à laquelle ce dernier aurait adhéré. Le même cadre de la direction des affaires intérieures et des cultes aurait par la suite contacté et convaincu le cadre de la direction des partis politiques et des affaires électorales contre promesse de rétribution. Ainsi, les intéressés auraient perçu d'importantes sommes d'argent du principal responsable du parti en création. Face à ces faits d'une extrême gravité, j'ai diligemment instruit le directeur général de la police républicaine de faire interpeller les intéressés ainsi que le présumé corrupteur et d'activer la brigade économique et financière pour clarifier la situation. J'ai par ailleurs suspendu les 2 cadres de leurs positions administratives respectives sans préjudice des poursuites judiciaires qui en découleront. Je vous remercie. Les efforts de digitalisation au Bénin ne laissent pas indifférent le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption. Jacques Migan et ses collaborateurs se sont rendus ce jeudi 15 mai au cabinet de la ministre du Numérique et de la Digitalisation. Une occasion pour les hôtes d'Aurélie Adamsoulé Zoumarou de reconnaître la place des réformes digitales dans le nouveau rang du Bénin au classement de Transparency International. On suit le haut-commissaire à la prévention de la corruption au micro de Edmond Roubaud et Ariane Da Silva. À travers la notation de Transparency International, mon pays occupe la 7e place sur le plan continental, 69e sur le plan international en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Mais ce travail qui a été fait, c'est un travail mené par une volonté, la volonté d'un gouvernement, la volonté d'un homme, et que nous accompagnons, nous, au niveau du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption. Nous voudrions que tout le travail qui se fait au niveau de la digitalisation aille encore plus loin. Nous avions demandé à Madame la ministre, en ce qui concerne la déclaration de patrimoine, que l'on dématérialise ce secteur-là, cette démarche-là. Nous aurions souhaité que la déclaration se fasse en ligne pour éviter des problèmes de tricherie éventuelle. Nous voudrions, et nous l'avions demandé à Madame la ministre, que tout ce qui touche le marché public, que tout soit dématérialisé. Nous, au niveau du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption, nous voudrons créer la transparence partout, la rigueur partout, pour permettre encore au Bénin, à travers tout le travail qui se fait par ce gouvernement pour lutter contre la corruption et tout ce que fait le Haut-Commissariat pour lutter également contre la corruption, nous puissions encore aller plus loin.
Et de son côté, la ministre conseillère aux Affaires sociales et au Travail a rencontré hier jeudi 15 mai les bénéficiaires des projets sociaux du gouvernement dans le littoral. Mariam Diaouga était au guichet unique de protection sociale d'Akpakpa et de Sainte-Cécile, mais avant une séance de travail avec les autorités préfectorales et municipales de Cotonou. L'autonomisation des femmes, une priorité du gouvernement. Depuis plusieurs années, des initiatives et politiques ont été mises en place pour renforcer l'émancipation économique, sociale des femmes. Des programmes mis en exécution pour les sorties de la précarité. La ministre conseillère aux Affaires sociales échange avec les bénéficiaires de ces différents projets sociaux. Aujourd'hui, le microcrédit est mieux structuré. Le microcrédit à la FIA est dépolitisé. Le microcrédit à la FIA est passé de 30 000 à 50 000, de 50 000 à 100 000. Et la bonne nouvelle, bientôt ça sera à 200 000 francs. Aujourd'hui, avec les transferts monétaires du programme SWED, je pense que les parents sont soulagés parce que les filles sont aujourd'hui maintenues à l'école. Nous avons le programme Besoke parce qu'il y a des ménages vraiment très démunis qui n'arrivent même pas à s'offrir un repas par jour. Le gouvernement a pensé à eux. Plus de témoignages, mais aussi des doléances. Les bénéficiaires sont reconnaissants des actions et surtout de la vision du gouvernement en matière de protection sociale et de promotion du capital humain. Le président ne veut pas être déçu par ce qu'il est en train de nous faire. On ira plus loin. Et plus loin davantage. Mais comptez sur les vieux. Restez toujours attachés au projet H. Continuez toujours de faire les doléances parce qu'il y a toujours l'opportunité de vous satisfaire. Vous connaissez le flair du président Talon pour la création de richesses. Toute une politique, tout un programme a été élaboré pour vous accompagner. Quand je vous ai entendu parler, j'ai été encore plus fière. Parce que vous avez compris ce qui se fait de bien, que le retournement social, ce n'est pas que distribuer de l'argent. Aujourd'hui, les conditions sont créées, les leviers sont en marche pour que chacun de nous puisse se retrouver et construire le pays ensemble. Le gouvernement continue de travailler pour une autonomisation durable des femmes, facteur clé du développement. Les liens familiaux se redéfinissent aujourd'hui sur l'influence du numérique. Les appareils connectés façonnent la nature de nos relations avec nos proches, bien loin d'une simple expansion des modes d'information. À quoi nous expose cet isolement dicté par les technologies? Benjamin Denayon et Karamata Pataou nous amènent le découvrir à l'occasion de la Journée internationale de la famille célébrée chaque 15 mai. Cristal vient de boucler sa matinée de travaux dirigés de l'école. À peine arrivée à la maison, elle se jette sur sa tablette et plonge dans son univers virtuel. C'est le mode de vie des enfants de sa génération. Tablettes, téléphones et autres outils des nouvelles technologies se sont invités au sein du noyau familial, laissant ainsi très peu d'espace aux contacts humains. Quand je rentre le soir, j'essaie de voir ce qu'elle a fait à l'école. J'essaie de réaliser avec elle de temps en temps. C'est pas facile avec la télé et tout. C'est pas du tout facile, mais j'essaie quand même de gérer. La famille, c'est important, c'est la base. Parce que c'est la famille qui t'oriente. Sans la famille, tu n'es rien. Tout comme Dame Mireille, plusieurs parents, pris dans des occupations quotidiennes, peinent à trouver un créneau pour discuter et échanger avec leurs enfants. Passer du temps avec les siens est devenu un véritable casse-tête. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de se consacrer sur les enfants, on court dans tous les sens. Même si c'est 5 minutes par jour, discuter avec ton enfant, parler avec elle, pour lui communiquer le savoir-vivre aussi, surtout les filles. Chantal est aussi mère de famille. La moindre petite occasion est à saisir pour maintenir le lien avec ses filles. Si on regarde la télé, puis il y a un débat,
similaires, je les appelle pour dire venez. Comment toi tu trouves ce que l'intervenant a dit? Et puis on discute. Le numérique, aujourd'hui incontournable, difficile de s'en passer. Utilisé à bon escient, il est bénéfique. Autrement, il est source de nombreux maux au sein des familles. La question des familles aujourd'hui n'est plus comme avant, n'est plus comme ce que nous pensons, n'est plus comme ce que nous avions vu. Et j'ai l'impression que dans les années à venir, dans les semaines à venir, la question des familles va toujours changer et va toujours nous faire poser des questions cruciales. Les liens familiaux n'existent plus comme cela se doit. C'est complètement effrité, les liens, les relations personnelles, la communication humaine. Se voir comme ça n'a plus de sens chez nous aujourd'hui. Mais on a fait de telle sorte qu'on met devant le marché du travail qui éloigne l'enfant ou le parent géniteur de ses propres enfants au point où on ne cherche même plus à aller et par l'intermédiaire d'une vidéo, on se fait comme ça la main pour dire donc déjà c'est de la famille. Et quand c'est comme ça, le socle culturel qu'on transmet à son enfant, qu'on transmet à une génération montante n'existera plus. Et donc on n'aura plus rien à remettre à nos enfants. On ne montrera que les TikTok, on ne montrera que les vidéos pour dire j'ai un enfant. Dans cette ère de grande connectivité, que reste-t-il des liens familiaux que nous entretenons dans cet écosystème dominé par les outils du numérique? À chacun d'y répondre. Retour sur la restitution du Katakle par la Finlande. Que pensent les étudiants en gestion du patrimoine de cette restitution? Avec le directeur de l'école du patrimoine africain, Cisa Portnovo, ils donnent leur avis au micro de Yves-Patrick Loco et Cadvador Aron. Le Conseil des ministres vient de prendre un décret pour l'intégrer dans le patrimoine culturel béninois. Donc je pense que c'est toujours un sentiment de fierté, mais aussi de savoir que notre patrimoine, notre héritage national s'agrandit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une œuvre en plus. Et pas n'importe quelle œuvre. Il s'agit d'un trésor royal. Mais aussi, ce qu'il faut voir et ce que j'observe de ces œuvres qui sont arrivées, particulièrement de l'œuvre d'hier que j'ai pu observer de très près et en détail, c'est de voir en fait tous les détails artistiques qui sont autour de cette œuvre-là. Et d'imaginer en fait un peu tout le temps que cela a pris à celui qui l'a fabriqué de le faire. Et enfin donc célébrer le génie créateur. C'est une immense fierté de recevoir nos objets, nos biens qui ont quitté la terre des ancêtres depuis assez longtemps. Que c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir en profiter maintenant. On souhaite que le gouvernement effectue beaucoup d'efforts pour recouper tout ce qui nous appartient. On doit conserver ça pour les générations futures. En tant que Béninoise et Béninois, c'est une très bonne nouvelle parce que nous sommes très contents d'accueillir nos biens que les Blancs nous ont arrachés. Et de la culture, on en parle toujours, mais cette fois-ci au Nord Bénin avec le tako, un vêtement ancestral qui continue de raconter l'histoire d'un peuple. Plus qu'un simple habit, cette tenue traditionnelle incarne l'héritage et l'élégance des Bariba. Transmis de génération en génération, cet ensemble vestimentaire reste au cœur des célébrations et des manifestations culturelles locales. Le tako, symbole d'identité et de fierté culturelle. Il est l'un des habits traditionnels les plus emblématiques du Nord Bénin. Son port est indissociable de celui du chapeau, élément essentiel de cet accoutrement. Quand on porte le tako là, il faut mettre le chapeau forcément. Au niveau des baribas, il a un âge. Tu dois pouvoir atteindre au moins 30 ans avant de porter le chapeau. Hérité du roi Bioguera, illustre guerrier, le chapeau du tako se distingue par ses styles de port, chacun porteur d'une signification précise transmise par les anciens. Quand on porte le chapeau, on met devant comme ça là. Ça veut dire que j'ai atteint quoi? Ce que je veux. Là, c'est dans le domaine des princes et des rois. Et leur chapeau doit être tout blanc. Maintenant, pour les vrais baribas,
le chapeau qu'on a. Donc si tu vois qu'il met le chapeau comme ça devant là, ça veut dire qu'il vit dans l'opulence. Il a des enfants, il a des femmes, il a des bétails, et la nourriture, tout ça, là, rien ne le manque. Quand on met ça du côté droit comme ça veut dire qu'il espère quoi, quelque chose. Mais qu'il remercie d'abord Dieu. Il met ça côté gauche là, ça veut dire qu'il n'est pas satisfait d'abord de la vie quoi. Quand on tourne ça derrière ici, ça veut dire que lui, il est chef, il est roi, et même s'il n'est pas roi, il est bariba et il est puissant dans le domaine des traditions. Maintenant, quand on soulève le chapeau aussi, donc on dit que j'attends alors les promesses de Dieu quoi. Et encore, ce sont les jeunes qui peuvent porter ça comme ça. Si tu vois un vieux, il porte le chapeau comme ça veut dire qu'il a eu un malheur. Confectionné artisanalement, le taco incarne la fierté des Bariba et du Bénin tout entier. Il est désormais incontournable lors des foires et événements culturels dans le septentrion. Et nous prenons la direction du département du Koufo pour parler salubrité. C'est à travers le lancement du projet Koufo Clean Up, une initiative de la préfecture, mais aussi de l'organisation non gouvernementale Plan International Bénin qui appuie les communes du département sur le plan de l'assainissement du cadre de vie. Les précisions, c'est avec Évariste Zomarou et Samirat Chabimane. Refusons de vivre au milieu des ordures. Les communes du Koufo, avec comme lead le préfet Mebedji, se donnent la main pour bouter les différentes formes de pollution hors du département. Koufo Clean Up, c'est Koufo propre, zone agglomérée propre, ville propre. Et ensemble, nous allons nous battre pour aller de l'avant. Si nous commençons un conseil communal ne l'est pas, nous allons déposer les ordures dans l'enceinte de la mairie. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il est venu pour détruire les maires et les SE? Non, je suis venu les guérir. Que le cadre soit propre, l'environnement, l'école, le marché, les rues, les services publics, les ménages, que l'on parle de déchets solides, que l'on parle de déchets liquides, que l'on parle de déchets biomédicaux. Ça encore, les communes sont au cœur de ça. Si le préfet choisit, lors d'un premier samedi, de descendre dans la commune A, mais dans la commune Z, et vous reviendra de vous mettre au travail, sans attendre même l'arrivée du préfet. Avec le projet Koufo Clean Up, les 6 communes du Koufo se doivent dès à présent, de commun accord avec les ONG du secteur de l'assainissement, d'œuvrer pour offrir aux populations un cadre de vie sain. Nous ne pouvons pas parler de développement de nos localités sans parler de la propriété. Avec ce projet, même si c'est pas un an, je crois à mes collègues et en particulier l'ALO pour maintenir le cap et battre le record pour faire la fierté du Koufo. La commune de Lalo détient actuellement la couronne de la commune la plus propre du département. Des écoliers sensibilisés afin de lutter contre la corruption. L'activité entre dans le cadre du plan de travail annuel du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Des émissaires de l'institution en tournée dans l'Ouémé ont fait une halte à l'école primaire publique de Malanhui. Yves-Patrick Loco nous en dit plus. La lutte contre la corruption est une réalité. Un auditoire qui connaît déjà le sujet à l'ordre du jour. Des apprenants de l'école primaire publique Malanhui-Kpodor dans la commune d'Adjara savent que tricher, mentir, voler et autres phénomènes font le lit à la corruption. Les cadres du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, HCPC, leur expliquent davantage ce qu'est la corruption. La prévention doit se faire au niveau des écoles, des collèges et des universités, puisque cette couche est extrêmement sensible. Si nous voulons avoir des citoyens avec des profils donnés qui doivent respecter le bien public et surtout veiller à la transparence et à la bonne gouvernance. C'est dans ce cadre que nous sommes venus dans cette école, l'école de Malawi, où nous avions vu les enseignants très mobilisés, et aussi les élèves aussi très mobilisés. Ça a été les échanges interactifs. Les écoliers de Malanhui reçoivent le message et promettent agir avec droiture. Et ce message est clair. La corruption est une chose à combattre. Nous avions sensibilisé sur les méfaits, mais c'est beaucoup plus eux qui ont parlé.
et qui ont présenté les différents cas de corruption qu'ils ont pu identifier au niveau de leurs écoles. Et on proposait des solutions. Je crois qu'à l'issue de nos échanges, on peut retenir que cette séance était indispensable. C'est la preuve que cette mission était nécessaire. Les écoliers de l'EPP Malanguic-Bodor jurent d'être des ambassadeurs du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Et c'est fini pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à vous, Ediatio Christelle Tongodo. Merci d'avoir présenté le bulletin d'information de ce jour. C'est un plaisir d'être en votre compagnie, Rachida. Bah, moi aussi, et vous le savez, n'est-ce pas? Absolument. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi, vendredi, n'est-ce pas? Tout à fait. Excellent matin à vous, ma chère Christelle Tongodo. On poursuit par ici en plateau. Et je reçois Patrick Diossou et voilà, Aziz Adam Soulé, mes compagnons, n'est-ce pas? Mes compagnons du vendredi. Bonjour Patrick Diossou. Oui, bonjour Rachida Bienvenue. Alors, ça va ce matin? Ça va très bien? Oui, ça va. On tient la route. Tu es sûr là? Oui, ça va. Ça sent un peu la fatigue. Hein. C'est vrai qu'on est en fin de semaine. Mais ça va, ça va. On tient la route. D'accord. Il n'y a pas de souci. Aziz, bonjour. Bonjour Rachidat. Et vous, comment ça va? Solide? Solide comme du rock. C'est sûr? C'est sûr. Des actualités au menu, j'imagine, ce matin. Beaucoup de surprises. On va, comme vous avez l'habitude de le dire, on va en tout cas garder la surprise dans les prochaines minutes pour les amis de l'Actu Culture. Alors, voilà donc, n'hésitez pas, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à opiner sur la question de ce jour, qui est celle-ci, la jalousie est-elle une preuve d'amour? Je compte sur vous hein, pour investir, je vais dire, notre messagerie, Facebook, WhatsApp également, Twitter. Nadège Chani va nous retrouver autour de 8h20 ou 8h15 pour relayer vos différents avis. Alors, pas mal d'invités en plateau, Patrick Diossou. Oui, pas mal d'invités. Oui, je vous propose, avant d'en recevoir sur ce plateau, je vous propose de respirer un peu, musicalement parlant, bien entendu. Super. Ça vous dit, Aziz? Oui, pourquoi pas, avec plaisir. Allez, voici pour vous Digue Respect dans le titre Akweche. Digue Respect, Akweche, comme quoi, Patrick Diossou, il faut travailler pour espérer avoir une meilleure vie, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est en gros ce qu'on peut retenir, n'est-ce pas, de cette chanson. Ce qu'on peut retenir, c'est que le travail paie toujours. Exactement. Lorsqu'on travaille, on a ce qu'il faut comme gain, et le gain est pour soi, pas pour autrui. Exactement. Allez, on y va tout de suite. Voici le premier invité du jour. Nous allons ce matin à la découverte du Vodou Jazz Musique. Patrick Diossou, c'est vous qui menez l'exercice ce matin. Oui. Vous nous aidez à en savoir un peu plus. Alors, Togbe Adios. Oui, bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour. Oui, alors, Togbe Adios a créé un concept, le Vodou Jazz. Et, bon, il était déjà dans le jazz, il était déjà un musicien, mais pourquoi le Vodou Jazz? C'est quoi ce concept? Le Vodou Jazz, pourquoi? Parce qu'on a des sonorités dans nos rythmes, dans nos temples endogènes. Et les chants et les rythmes endogènes font partie des grooves qui sont les underground de reggae, de soul, de blues et du jazz. Donc pour moi, c'est une manière de revendiquer l'originalité de ces rythmes qui venaient d'ici et partis au-delà, dans les Caraïbes, aux États-Unis, partout. Donc le Vodou Jazz, pour moi, c'est fusion des rythmes des Vodounes avec les rythmes et la musique du monde. Oui, d'accord. Voilà. Et cette fusion, ça donne le Vodou Jazz. Mais est-ce que cette fusion est faite depuis un moment ou bien c'est à partir de Vodou Jazz? C'est à partir de moi. C'est à partir de moi. Ça fait déjà, disons, 20 ans que je travaille sur ça. D'accord. J'ai un album en Vodou Jazz voilà, qui est vendu sur iTunes, Amazon, Bandcamp, Spotify. Et j'ai un groupe Vodou Jazz Band. Et j'organisais un festival depuis 16 ans, Vodou Jazz Festival à Ouida. Voilà, donc c'est un contexte que j'ai développé depuis, à partir de mes recherches dans les temples et vers les prêtres du Vodou et vers les sages qui détenaient les secrets des chants et rythmes
des temples. Justement, je voulais vous amener à le dire pour qu'on ne puisse pas penser que c'est à partir de Vodou-Ndès que vous avez créé. Non. C'est depuis 16 ans. Depuis 16 ans, oui. Je travaille depuis 20 ans, mais depuis 16 ans, le festival a né. Et après, mon groupe Vodou Jazz Band. Et il y a 6 ans, on a sorti l'album Vodou Jazz Mama Chamba. Oui. Alors, Mama Chamba, on va découvrir rapidement. On a les sons audio de cette chanson. Oui. On va démarrer déjà par Gambada, d'accord? Oui, c'est le premier titre avec la complicité de la réalisation, Gambada. Donc, Adios. Oui. Gambada, c'est pour dire quoi? Gambada, c'est pour moi, c'est un rythme qui vient des temples de Vodou, Gambada. Et Tron et Mami aussi. Parce qu'on joue le blekété dedans et le dondon. D'accord. Donc ces rythmes-là, pour moi, ça donne du groove, de la trance. Mais nous, on l'a mis sur la scène. C'est pas la trance sur la scène. Donc pour nous, c'est une manière d'accompagner et de promouvoir nos rythmes endogènes. On peut vous écouter. De la réalisation, on va quitter Gambada pour écouter maintenant Sakwata. C'est l'autre titre qu'on retrouve sur l'album. En gros, on a combien de titres sur l'album? Sur l'album, il y a 10 titres. Il y a 10 titres, oui. D'accord. Alors Sakwata, c'est... Sakwata, c'est... Pour moi, pourquoi j'ai fait Sakwata Reggae? J'ai dit Sakwata Reggae. Oui. Sakwata Reggae parce que le rythme Adja, ça c'est le underground du reggae. C'est pour les démontrer que tous ces rythmes venaient d'ici. Très bien. Voilà. Donc disons que c'est la base du reggae. C'est la base du reggae. Oui. Voilà. Le Adja. Adja. C'est I Begin. Ils appellent ça au Jamaïque. Voilà. Et aussi je prends les chants des temples et les transformer autrement. Parce que ça c'est une chanson réelle qui est un patrimoine des divinités de Sakwata, le dieu de la terre. Très bien. Ouais. Alors, en dehors de Sakwata, il y a une autre chanson que j'aime bien, moi, Djadjedo. Djadjedo, c'est pour dire quoi? Djadjedo, c'est pour la divinité Dan. Oui. C'est quand on fait les offrandes à la divinité Dan qu'on chante ces chansons-là. Moi, quand j'assiste à la cérémonie, c'est une manière d'enregistrer les chants et demander l'explication si ça peut s'enregistrer et publié dans le public avant d'enregistrer. D'accord. Voilà, donc Djadjedo, c'est une manière aussi de louer la divinité de l'air, le Dan. Voilà, parce que moi je travaille sur les 4 éléments aussi. Très bien. Alors actuellement, Togba Adios, vous êtes en tournée nationale oui. Pour la promotion, on va dire, de ce concept, n'est-ce pas? Réellement, pour la promotion de ce concept et aussi de mon groupe Vodou Jazz Band. Et aussi c'est une manière de me rôder avant d'aller au-delà de ce pays parce que j'ai un projet de voyager avec mon groupe bientôt. Et la tournée démarre quand ou La tournée avait déjà commencé depuis le 7 mars. D'accord. Et on avait joué à Ouadada, à Porto Novo. Okay. On a joué à Boumé, au lieu unique de Zimper Dominique. On a joué à Lokossa, accompagné par la mairie de Lokossa. On a joué à Komé, on a joué à Boumé, à Boycon. Et le vendredi prochain, le vendredi 28, le 23, on est à Dassa. Et le 24, on est à Savert. Et après, on va continuer vers le nord. Djougou, Natitengu, Neki et Parakou. C'est vraiment une grande tournée pour aller un peu partout. À Cotonou ici. D'accord. On fait, dans le sud, on va faire Alada, Ouida et Cotonou. Et dans cette tournée, vous serez seul ou accompagné par d'autres? Je suis accompagné par d'autres artistes. Le groupe, évidemment. Pas mon groupe aussi. Il y a un groupe de marionnettes qui viennent avant moi parce que les marionnettes sont aussi en voie de disparition ici. Donc je travaille avec un groupe de marionnettes qui viennent avant moi. Et aussi chaque ville, on invite les artistes de ces villes pour échanger avec eux parce que c'est une manière pour moi aussi de faire mes recherches dans les autres villes pour voir les chants traditionnels et rituels que je peux récupérer aussi pour les enregistrer après. Très bien. Togba Adios en tournée nationale. Retenez déjà ces dates. Dassa, c'est pour le 23 mai 2025. Savert, le 24 mai. Oui. Et les autres dates de Glazoué, Djougou, Natitengu, parce qu'on travaille en combinaison avec les mairies. On a une lettre de recommandation de la DAC qui nous accompagne, donc les mairies nous accompagnent dans la tournée, donc on remercie tous ces maires aussi. Merci, Togba Adios. Patrick, Diossou, ce sera tout pour... Togba Adios, Gangpanya. Gangpanya. Bon, un petit truc. Gangpanya parce que
Si je chante en vaudou jazz, musique, j'embrasse les chants rituels du vaudou, c'est parce que dans mes recherches, j'ai été initié dans un temple au Togo, Togbe de Vaudou Chamba. Voilà. Okay. Et à l'état civil, Togbe Adios? À l'état civil, c'est Andoche Celesto Adjovi. Super. D'accord. Merci. Allez, merci à vous. Merci. Bonne tournée déjà. Merci à vous aussi. Et on se retrouve très bientôt. Toujours sur Bonjour le matin. Oui. Enfin, bonjour le Bénin, pas bonjour le Bénin. Okay. Bonjour le Bénin, merci. Merci Togbe. Merci à bonjour le Bénin. Adios. Patrick Diossou, quand la musique rime avec spiritualité, ça donne, ça donne du vaudou jazz, musique. Oui. Et on poursuit cette émission, notre prochain invité. Oui, lui, c'est un polyglotte. C'est quelqu'un qui chante dans plusieurs langues. Des langues du Bénin, des langues hors du Bénin. Et on va le découvrir tout de suite. Il va venir s'installer à la place de Togbe Adios. Et je voudrais faire un exercice spécial. Je pose la question, mais il va répondre en chantant. D'accord. Je veux juste... Alors, vous n'allez pas croire ce qui va se passer là. On ne s'est pas entendu sur ça. On va faire, Patrick Diossou, il faut le dire quand même, on va faire du toba. On va faire du tchankoumen en allemand, on va le faire aussi en espagnol, et on va le faire dans d'autres langues aussi. Voilà, c'est ingénieux quand même. Voilà, très Bonjour, Prince Metoka Kanzé, comment allez-vous? Très bien, madame, et chez vous? Oui, ça va, ça va bien. Patrick. Oui, alors, Prince Kanzé, je vais poser la question, vous allez répondre en chantant en français. On fait en français d'abord. Oui, en français. Alors, lorsque Prince Kanzé doit se présenter, qu'est-ce qu'il va dire? Oui. Il est temps de découvrir le Toba Maki, internationalisé. Et je suis l'incarnation de ce Toba, l'ambassadeur et porte-voix de ce Toba, l'international. Il est temps de faire connaître le Toba, qui est un rythme aimable des maris, le chanter dans les langues internationales, afin que le monde puisse découvrir les richesses que détiennent nos chansons. Appelez-moi simplement Metoka Kanzé. Ok, Metoka Kanzé, merci. Alors, Metoka Kanzé, le toba et le tchengoumé, ça se chante en mari. C'est la langue, je dirais, originelle. C'est ça. En mari, s'il faut présenter cette dame, une belle dame comme ça, qu'est-ce que vous allez dire en mari? Mais en langue mari, tout en chantant. Et on verra Dadarashida, Betomano, Menjomendileri, bon, la foi, un canjouremio. Et mi fomoro kan roe boro wezon kan euro berema et matin komboni benento et toi non concedo bon RTB maro no RCRTB et jiwende et non kwami di bonjour bine on ne mi tewende mi no mo ba wa dije onon ne mename alors no seniblo aklune ma woni mi no gbeto me Amin. Amin. Doni minton moje ma sodone. Et na chenui kaka. Non mais laisse-moi me joindre. Je suis nul, je sais. Rassurez-vous, je sais que je suis nul. Oh non. Alors donc ça c'est la langue originelle. Maintenant, de manière originale, vous chantez dans d'autres langues. On l'a déjà vu en français. Maintenant, il y a d'autres langues nationales. Je dirais, je lance comme ça. Pourquoi? Le dindi, bien sûr, le dindi, ça me parle, non? Dindi, bâton-nous, et puis vous finissez par le hidacha, par exemple. Nakayo, korobani, korobani, ikunendo, ikunendo. Vous avez... Waka gani, waka gani, waka gani. Alors, waka gani. Il chante sous le contrôle de Hamidou Saka. Le vrai arriva sur ce plateau. Oui? Li fefe, amaye, li fefe, taunima ujare. Etujaya fum, tetu bioma fukanze. Bimwari bayo, iheti munge, maye. Ojare wajaya fum tetu bima bioma fume li fefe tauma ti wa o pade dade gbo ine agbo
allons maintenant à l'espagnol, voilà. D'accord? Oui. On fait du Tchenguma en espagnol. Oui. On y va. Queremos entender el toba de los marines. Queremos entender este toba internacionalmente. Vamos a viajar y muy lejano y jugar el toba para que el mundo pueda comprender que tenemos una cultura aquí en Benín. Estoy cansé, me toca cansarlo. Debes entender mis canciones, es muy importante. Let us go in English to sum up things very quickly, because I think it is very important to make the promotion of the Toba. We need to sing the Toba belonging to Mari people of Benin. We need to sing it in USA, in America, and people can see it and they will dance. This is the promotion of my culture. Yes. They have to dance, and this is the proof of our culture. Oh là là. En allemand. Hallo zusammen. Ich heiße Kanze, ich mag Toba, mein Name ist Nathan, danke, auf Wiedersehen. Il y a une autre langue, en russe. Le russe aussi? Oui. Ah, sacré, mais ton grand. Привет, привет, камрад. Привет, 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 камрад. Mach us ein, kann was der Unschrein heimen, das ist rein ohne an. Et en chinois? Ah ouais. Nin hao, nin hao, nin hao ma, nin hao ma, nin hao ma, taja hao. Taja haoe, ning hao mae, ning hao mae, washi wode, nai, washi wode, yeah, Xie, merci. Oui, washi wode. Bon, le chinois, je ne voudrais pas qu'on... Alors, ça suffit, merci. Oui, merci en tout cas. Pour, maintenant, vous avez cet art-là, mais on vous retrouve où? Comment on peut... Parce que j'ai appris que certaines personnes vous appellent en pleine nuit pour composer des chants, enfin, des sérénades ou bien des aubades le matin pour leurs femmes dans n'importe quelle langue. Comment ça se fait? Voilà, je suis contactable en tout cas sur WhatsApp. Je suis au 53 49 12 20. Et j'ai également une équipe en tout cas qui fonctionne avec moi et qui travaille en tout cas pour pouvoir quand même me permettre d'atteindre le sommet. Certes, je suis au début de ma carrière et il y a beaucoup de choses à remettre à jour quand même, mais on espère quand même qu'avec le temps, on pourra y arriver. Oui. Et nous y attelons. Et je suis principalement actuellement à Dassa, je vis là-bas. Je suis là. D'accord. Et c'est un interprète dans la vie pratique. Voilà. C'est un interprète qui traduit du français en anglais, du français en allemand, du français en espagnol. Je suis formateur en anglais. Oui. Et donc, typiquement, formateur bilingue. Ouais. Merci, Prince Metokan Kanzé. Je pense qu'on en a eu pour notre, pour notre compte quand même ce matin. Beaucoup, franchement, une dernière pour la route. Merci à l'ORTV de venir au tâche aujourd'hui, SRTV. Merci infiniment à tout un chacun de vous. Que le Créateur vous bénisse. Amen. Que la longévité couronne l'ensemble de vos activités. Amen. Que les divers acteurs qui œuvrent inlassablement pour le développement de cette belle télévision soient bénis. Telle est ma prière à chacun de vous, afin que nous puissions faire davantage la fierté
de ce Toba internationalisé. Merci, Prince Metoka. Il a un groupe qui joue, mais on ne peut pas faire à cause de ce. Oui, exactement. Le plateau n'est pas adapté. Sinon, on vous recevra sur d'autres plateaux pour davantage vibrer au rythme du Toba et du Kingouma international. D'accord? Au grand plaisir de voir. On fait comme ça, on prend date. Avec plaisir. Merci, Prince Metoka. Au plaisir de voir grande sœur aussi danser en haut. Oui, je danse bien quand même. Ah, j'aurai le temps de le voir. Mais je danse bien quand je suis assise. Il y a ma réalisatrice qui me dit tu ne danses rien. Merci d'être passé. On va prendre maintenant, Patrick Diossou, la direction de Niki, n'est-ce pas? On va prendre la direction de Niki. On va parler du Festifis 2025. Je vous retrouve juste après, n'est-ce pas, avec d'autres invités. Allez, on l'installe avec ceci. La ville de Niki a du 6 au 10 mai 2025 vibré au rythme du 7e art à l'occasion de la 5e édition du Festival international des films identitaires et solidaires. Alors, quelques jours après le clap de fin, on fait une sorte de bilan sur ce plateau avec le directeur de ce festival, le promoteur de ce festival. Amidou Saka, bonjour. Bonjour Rachidat. Merci d'être avec nous ce matin. Merci pour l'invitation. Alors, vous êtes accompagné de Bernard Collet. Bonjour, Monsieur Collet. Vous êtes réalisateur à la base et vous êtes le président du jury du festival 2025, du Festifis, on va dire, édition 2025. Écoutez, c'est un grand honneur d'avoir accepté de répondre à l'invitation de M. Saka. Et pour moi, une grande découverte aussi de découvrir le nord du Bénin. D'accord. Tout un environnement. Très bien. Il est beau, n'est-ce pas, c'est magnifique. Le paysage béninois. Ah, complètement. Mais alors, ça y est, je reviens. Ouais, c'est sûr. Je pars, mais je reviens. Allez. Vous l'avez dit en Mondovision. Et donc, Amidou Saka, comment ça s'est passé, l'édition 2025? Ça a été un succès incroyable, comme toutes les autres éditions. On a lu ça et là, les journaux, les comptes rendus. Dites-nous. Alors déjà, merci beaucoup. On tient à dire un grand merci à tous ceux-là qui ont participé à cette édition 2025 du Festifis. On remercie la Cour impériale, les autorités de la BRI, tous ceux-là qui nous ont accompagnés et les festivaliers qui étaient vraiment nombreux. Ils avaient envie d'apprendre. Et pour faire un petit bilan rapide, il faut dire que cette édition a été, en termes de chiffres, l'édition qui a enregistré un nombre important de films inscrits. Combien au total? Il y a au total 240. 240, mais tous n'ont pas été sélectionnés malheureusement parce qu'il y avait un thème pour l'édition. Donc il fallait sélectionner les films qui se rapprochaient du thème de cette édition. Le thème, c'est cinéma et droits humains pour un développement local durable. Donc c'est autour de ce thème-là que les activités ont tourné. Il faut dire qu'il y a eu la présence du professeur Léon Biobugou qui a dirigé la conférence inaugurale avec un parterre d'invités, les autorités de la Cour impériale qui étaient là, et également l'apport de ceux-là qui étaient invités en tant que réalisateurs, qui ont fait vraiment des apports sur le thème, parce que le thème de la conférence portait sur le grand thème de cette édition-là, qui est cinéma et droits humains. Pourquoi ce thème? Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus un secret pour personne, qu'un peu partout dans nos communautés, il y a des difficultés de cohésion, difficultés de faire régner la paix, surtout dans la sous-région. Donc c'est déjà permettre à la jeune génération, à la jeunesse, aux adolescents qui sont les fers de lance de tout pays, de prendre déjà connaissance de ce qui met à mal ces pays-là en termes de cohésion sociale, de paix. Donc ce que nous avons essayé de faire avec les conférenciers, avec tous ceux-là qui étaient là. Et en termes de formation, il faut dire qu'on a initié pour cette édition 2 ateliers de formation. Un atelier en actorat et un autre en réalisation de films documentaires. Et ces ateliers ont connu vraiment la présence remarquable des participants à cet atelier-là, parce que déjà il y a eu un appel qui a permis de sélectionner 15 pour l'atelier réalisation et 25 pour l'atelier actorat, jeu d'acteur. Mais au finish, la demande au niveau de l'atelier de jeu d'acteur a été vraiment très très grande, donc on a été obligé d'élargir et on s'est retrouvé à 37
participants pour l'atelier et Actora. D'accord. Donc il faut dire combien déjà les jeunes sont intéressés par... Il y a l'engouement autour du festival. Justement. Et bien entendu, M. Collet a eu la lourde responsabilité, voilà, de juger, on va dire, d'une certaine manière. J'étais entouré d'un jury D'accord. conséquent. Il faut dire qu'il y a tellement de films à découvrir qui viennent quand même de près de 20 nationalités différentes. Donc c'est pratiquement le monde s'est retrouvé à Niki. D'accord. Et il y a une telle qualité aussi qu'il est toujours très difficile de décerner des trophées. Et je dois dire que j'étais complètement subjugué par en particulier la jeunesse qui est arrivée à Niki, parce qu'il y a une volonté au Bénin de faire du cinéma, d'avancer, de faire de la réalisation, de l'actorat, et j'ai trouvé ça extraordinaire. D'accord, très bien. Et au final, il y a eu le palmarès peut-être qui va... Alors, effectivement, je vous donne le palmarès des principaux prix. Le prix du public a été décerné à Seydou Bondaon, j'espère que je prononce bien, pour le film Le Sermon des prophètes, le Sermon des prophètes, si vous permettez, c'est un film qui revient un peu sur l'extrémisme violent qui touche aujourd'hui nos communautés, le fait que voilà, des groupes viennent présenter quelques présents, apporter des cadeaux, apporter quelques objets pour récupérer la jeunesse et les mettre dans leur rang. Donc ce film portait sur cette thématique-là et c'est vraiment fort parce que c'est une thématique d'actualité. Et le sujet, il est vraiment brûlant et ce film a été primé. Le prix du public a été nommé Prix Cinco du Sinamboko Serotoru Tukosari. Le Sinamboko Serotoru Tukosari, c'est l'empereur qui est là. Donc chaque fois, le prix du public porte le nom de l'empereur qui est là. Très bien. Alors on poursuit rapidement avec le palmarès. Le meilleur film béninois. Donc le prix Dumka du Barthème, qui était Babalawo de Cyril Noyales du Bénin et France, avec une mention spéciale. Le prix du meilleur film africain, dénommé le prix Bioguera, c'est La danse des devins, de Issa Tiendra Beo. Je m'excuse, Tiendra Beo. J'ai un peu de difficulté avec ça va. Voilà, un film Burkina Faso. D'accord, très bien. Alors, Amidou Saka, vous poursuivez rapidement. Il y a eu également le prix de la meilleure réalisation, qui est dénommé prix Nyon Kongi, qui n'est plus à présenter, la Reine Mère. Donc, c'est un prix qui permet de récompenser la meilleure réalisation, et c'est allé à Nomade de Mongolie, de Matisse Béadjel, qui est un réalisateur français. Ce film a été tourné cette année même, en 2025, qui est un documentaire de 110 minutes. Il faut dire, ce film retrace un peu l'aventure de ce réalisateur dans cette région du monde où il essaie de raconter un peu son quotidien, comment est-ce que les gens vivent et ce qui fait vraiment que le film est un film universel et qui traite d'un sujet d'actualité, les droits, comment avoir accès à l'eau, comment avoir accès aux loisirs. C'est vraiment un sujet très bien développé par ce réalisateur. Il y a le prix du meilleur film international qui est dénommé prix Sakayerima, qui est décerné au film Géant de la glace à la dérive de Jean-Pierre Roussoulière. C'est un film français et guadeloupéen, donc documentaire de 29 minutes qui a permis en tout cas de parler un peu de ce que le monde va pouvoir prendre conscience en termes des actions qui détruisent l'environnement. Et parce qu'on a vu la fonte des glaciers, la fonte de la banquise. Si on ne fait rien, ça veut dire qu'un jour, on risque de disparaître. Et c'est un droit pour l'homme de vivre. Et vivre, c'est aussi préserver. Exactement. Oui. On ne pourra pas citer... Il y a le Grand Prix. Le Grand Prix. Le président du jury. D'accord. Monsieur le président du jury. Oui, alors le Grand Prix du Festifis Niki, dénommé Prix Simed Obidia, c'est Endar, les fils de l'eau, de Marie-Cécile Crans, Pays France, un film de 2024. D'accord. Et ce film, franchement, c'est un film... Il est magnifique. Il est magnifique. Tous ont été unanimes sur ce choix parce que c'est un film qui raconte le quotidien des enfants de la rue, des enfants talibés, et comment est-ce qu'ils vivent, quelle est leur perception, comment est-ce qu'ils pensent un peu l'existence humaine. Et tout ça, ça a été raconté dans le film, c'est formidable. Avec des actions
je dirais, de solidarité que les enfants de la rue et les enfants talibés essaient de mettre en place pour être unis, pour être solidaires, et des actions, des activités économiques qu'ils initient pour pouvoir gagner quelquefois un peu d'argent. Alors, Festifis 2025. Le coup de cœur du jury qui est allé, M. Bernard, à... Le prix du public? Non, le coup de cœur du jury. Ah, le coup de cœur du jury, excusez-moi. Évidemment, c'est le film de Sabah Benzadi et Enes Muley qui s'appelle Awala. Awala, c'est l'aventure des migrants qui subissent tout, maltraitance, torture, tout ce qu'il y a comme difficulté, et malgré ça, il y a des jeunes qui ont envie de partir. Donc c'est l'histoire qu'il a racontée, parce qu'il y avait des témoignages, il y en a qui ont été violés, il y en a qui finalement sont tombés malades du VIH-Sida, il y en a qui ont tout subi, qui ont vraiment été victimes de violences. C'est l'histoire que raconte le film Awala de cette réalisatrice algérienne-là. D'accord, voilà. Festifis 2025 qui a vécu... Justement, avec la présence des Bourrians de Ouida. Ah oui, ils étaient là. Ils étaient là, aux côtés des cavaliers de Niki. Ça a été vraiment un bon brassage. Et il y a eu la danse de chevaux. J'adore ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui, des images fabuleuses. Voilà. Alors, et je pense que Bernard Collet aussi est revenu avec quelques souvenirs que vous voyez là. Oui, il m'a dit qu'en portant le taco, je n'écorcherai pas les noms béninois, et en fait, ça ne marche pas. Avec également son éventail. Mais ça vous va vraiment, ça vous va très bien en tout cas. Oui, oui, ça vous va. Et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec... avec Jean-Claude. Avec Jean-Claude, oui. Un ami qui se trouve là-bas. Oui, non, regardez par ici, pas besoin. Oui, voilà. D'accord, très bien. Allez, ce sera tout. Amidou Saka. Parce que nous avons notre partenaire TVC. Quelques gadgets, merci. Qui nous a accompagnés. Donc, c'est juste pour dire merci. Je sais que vous écrivez beaucoup, donc il y a des blocs-notes. Merci Amidou Saka, merci pour ce geste sympathique. Merci Bernard Collet, vous rentrez déjà Alors, nous rentrons dimanche. Dimanche, d'accord. Mais nous allons revenir parce que rapidement, nous avons un projet de réalisation avec monsieur Amidou Saka, donc voilà, qui va se dérouler aussi dans le nord du Bénin et qui a pour but de montrer un petit peu comment la cohésion peut fonctionner malgré les aléas du temps et puis de ce qui peut se passer au-delà des frontières. Et c'est un très beau projet. Nous sommes dessus. Nous avons commencé à tourner sur place. D'accord. Allez, merci Bernard Collet. Merci. C'est la première fois au Bénin? Deuxième fois. La deuxième fois. D'accord. Il change, le Bénin. N'est-ce pas? Il évolue, il n'a pas reconnu. Bah oui, il devient beau. Mais oui, mais le Bénin était déjà beau. On est fiers de notre Bénin, en tout cas, qui avance pas à pas, mais sûrement. Merci, Amidou Saka. Merci beaucoup et merci à la SRTB pour l'accompagnement. Et le souhait, c'est que les 7 films qui ont été primés soient vraiment présentés et diffusés à la SRTB. Donc, on négocie cela avec les réalisateurs et les producteurs pour que ces films soient mis à disposition pour que le public puisse les voir. La directrice générale, elle est réalisatrice aussi. Donc, Angela Akerebro, je suis certaine qu'elle sera sensible, n'est-ce pas, à la qualité, n'est-ce pas, des films du Festifis 2025. Excellent matin à vous. Merci beaucoup. Et à très vite. Toujours sur Bonjour. À toute votre équipe. Vous savez, quand on reçoit un journaliste de formation sur le plateau, ça ne finit jamais. Merci Amidou Saka. Allez, on se retrouve très vite, toujours sur Bonjour. Le Bénin qui se poursuit. On va marquer une courte pause publicitaire, le temps pour nous d'installer nos différents débatteurs. C'est l'heure du débat sur Bonjour le Bénin. Le Arriva, c'est à 10h30. Ne ratez surtout pas le rendez-vous de cette série assez palpitante. Allez, voici pour vous le débat. Alors, dans le débat du jour, on va tenter de répondre à une question. La jalousie est-elle une preuve d'amour? Certains voient la jalousie comme un signe d'amour, une preuve que l'on tient à son partenaire. D'autres considèrent que la jalousie peut être, on va dire, le symbole de problèmes plus profonds, comme par exemple l'insécurité. On va voir avec nos débatteurs de ce matin ce qu'il en est exactement. Bonjour, coach. Bonjour, Madame Rachel. Comment allez-vous?
Ça va, on gagner à fond. Tchéké. Alors, Doudagui Pascaline, comment allez-vous? Bonjour. Ça va? Ça va. Toujours aussi rayonnante, hein? Tout comme vous. Hein. Ah bah, si vous le dites. Alors, donc, la jalousie est-elle une preuve d'amour? On va répondre directement à cette question. Pascaline. Oui et non, hein, je pense. Oui et non. Oui, pourquoi oui, pourquoi non? Oui, parce que, en fait, c'est tout comme la joie, la colère et d'autres sentiments. C'est un sentiment qui amène à ne vouloir pas partager l'être aimé avec quelqu'un d'autre. D'accord. Maintenant, si cela devient une maladie, alors ce n'est plus de la jalousie, ça devient autre chose parce que ça rentre forcément dans du harcèlement, dans des disputes, à un moment donné, même voire le divorce. Donc la jalousie, c'est un sentiment normal. Quand on aime, il faut être jaloux. Alors, ça veut dire que si on n'est pas jaloux, c'est qu'on n'aime pas? Non, je ne pense pas. Coach, si on n'est pas jaloux, c'est qu'on n'aime pas Vu que la jalousie, c'est une émotion qui fait qu'on veut posséder, on veut avoir pour soi seul. C'est vrai que c'est une relation d'exclusivité lorsqu'on vit à deux. Mais les interprétations, les réactions qu'a celui ou celle qui est jaloux, jalouse, peut être toxique pour une relation. Donc je dis que ce n'est pas une preuve d'amour parce que celui qui est jaloux dans une relation d'exclusivité, quand vous voyez bien comment il fonctionne dans les autres compartiments de sa vie, il veut toujours avoir pour lui seul. Je ne dirais pas que c'est une preuve d'amour, mais je vais plutôt dire que ce n'est pas bon pour l'amour. Je dirais même que ce n'est pas bon pour l'amour. La jalousie, ce n'est pas bon pour l'amour? Oui, je le dis parce que... Vous n'avez jamais été jaloux, vous? J'ai envie de parler de jalousie simple et de jalousie complexe ce matin. En fait, et donc je reviens à vous. Oui, mais si on est dans une jalousie très simple, fine... Il n'y a pas de jalousie. C'est pourquoi je veux trouver le mot. Parce que vous savez, il y en a quand on dit jalousie, il faut voir ça, le mot, avec tout son poids. Et je ne vois pas dans ce qui est simple, mais je vois ça dans l'extrême. Je dis que c'est toxique. Quand on aime, j'ai dit tout à l'heure que l'amour, dans le mariage, c'est une relation d'exclusivité. Mais cette relation d'exclusivité, quand c'est simple, on est heureux avec. Mais quand je parle de jalousie, quand c'est modéré, vous voulez dire? Très modéré, très modéré. Ouais. C'est normal, c'est très modéré. Mais quand on parle plus de jalousie, c'est qu'on a commencé par constater. Ça devient perceptible et en ce moment, c'est toxique. Je vais vous raconter une petite anecdote. Allez-y, Pascaline, oui. J'ai un confrère, je ne sais pas, il va se reconnaître, un aîné. Au début de sa relation avec la mère de son enfant, il a commencé par douter d'elle. Douter parce qu'il a commencé par constater des changements dans son habillement et autres. Il a dit, mais Pascaline, je me suis retrouvée en train de surveiller ma femme. Parce qu'elle est devenue tout d'un coup coquette. Il la surveillait. Il dit, je me suis cachée, elle sortait de l'endroit. J'ai dû rentrer dans une autre maison pour qu'elle ne sache pas que j'étais en train de... Il a joué au détective. Donc, en réalité... Quand on aime, il faut sortir toutes les cartes. Aujourd'hui, c'est elle qui est dans sa... et c'est elle la femme de sa vie aujourd'hui. Et ils font le bonheur, en tout cas, de tous les couples que nous connaissons. Donc, quand on aime, on ne veut pas partager, malheureusement. Donc, c'est quand la jalousie devient maladive qu'on... Est-ce que quelqu'un qui joue au nom de l'amour, qui joue au détective, c'est pas déjà une jalousie maladive? Non. Sérieux, là? Parce que quand on aime, on devrait avoir confiance. Non. Est-ce que... Oui. Il faut pas avoir... La confiance n'exclut pas le contrôle. Moi, je vois ça comme une dérive. Non, je ne pense pas. Jouer au détective, c'est-à-dire vous laissez tomber... je vois le schéma d'ici. Vous laissez tomber toutes vos actions et toute la journée, vous suivez votre femme pour voir où elle va. Mais il a fallu qu'il fasse ça pour qu'il en ait le cœur net. Aujourd'hui, il disait, mais Pascaline disait, je vais être trompée. C'est pas un film, vous racontez? Non. C'est sérieux? Très sérieux. C'est un confrère, je ne vais pas citer la chaîne de radio. Il doit vraiment aimer sa femme. Il aime tout cœur. Et nous autres, vous savez, et si vous avez une femme qui ne vit pas avec vous du lundi au vendredi, vous êtes avec elle samedi, dimanche, vous allez dire quoi? Si ce monsieur était dans ce cas, ça veut dire que tout le temps, il sera obligé de voyager, d'aller très loin. C'est pour vous dire qu'à un moment donné, il faut garder la tête sur ses épaules, se dire de toutes les manières,
Rien ne se cache sur le soleil. C'est ce que moi je me dis tout le temps. Rien ne se cache sur le soleil. Si on fait quelque chose, on va finir par le savoir. Donc il faut vivre zen. Quand on commence par parler de la jalousie, ça veut dire que c'est extérieur, c'est perceptible. Et là, je dis que c'est toxique. Parce que vous savez, celui qui est jaloux commence par faire des interprétations qui peuvent nuire à leur relation. Il va imaginer des choses. Il va se dire, est-ce qu'elle n'est pas, est-ce qu'il n'est pas. Et quand on commence par faire des interprétations, on se déconnecte lentement de l'autre. Vous voyez? Donc, on rentre dans des interprétations qu'on ne maîtrise pas. C'est pourquoi il faut être sûr, il faut être rassuré que dans cette relation d'exclusivité, elle ou il est pour vous. D'accord. Mais oui, ce n'est pas facile, hein. Mais c'est possible, c'est réalisable. Ça devient toxique du moment où votre épouse ou votre époux est peut-être au boulot et toutes les 5 minutes, vous appelez pour savoir où il est. Est-ce qu'il est au bureau? Avec qui il cause? Avec qui il a rendez-vous le soir? Quand il y en a qui le font, hein? Ah oui. Ah ben oui. Madame Rachida, je vais vous raconter une histoire. Presque, c'est chez moi. Vous savez, lorsque ma femme vivait à Cotonou, les matins, je la dépose au boulot. Les soirs, tout le temps, je vais la chercher. Et parfois, dans la journée, vous nous voyez ensemble, même à midi, on va manger ensemble. Et il y en a qui se disaient que je suis trop collé à elle. Oui. Mais depuis près de 5 ans où elle ne travaille pas à Cotonou, je n'ai pas dormi là où elle est 10 fois sur les 5 ans. Je ne suis pas allé dormir là-bas 10 fois. Ça a étonné les gens. Pour tous ceux qui nous voyaient presque ensemble, même quand ils quittent le boulot, vous allez nous voir souvent ensemble. Oui. Mais je dis, vous ne comprenez pas. Moi, je dis, si on a des choses à faire ensemble, c'est pourquoi vous nous voyez. Mais près de 5 ans, on n'est pas ensemble. Je n'ai pas dormi là-bas pendant 10 fois. Dans les 5 années. Mais c'est vrai aussi que donc, il faut quand on s'aime, on a envie d'être tout le temps ensemble. On a envie de partager des moments, les pauses déjeuner, les pauses déjeuner ensemble. Quand elle est disponible, vous nous voyez tout le temps ensemble. Entre midi et presque toujours ensemble. Les gens se disent parfois, le gars là, ou bien il ne veut pas lâcher la fille. Ça permet aussi de contrôler. Non, on n'a pas à contrôler. Non, on n'a pas à contrôler. Vous savez, et moi étant coach, les moments que vous passez ensemble, ça, vous savez, ces moments qu'on a passés à rester tellement ensemble, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, même si elle est loin, moi, ça ne me dit rien. D'accord. Je me suis dit, bon, on est resté tout le temps ensemble. Mais alors, quelles sont les origines de la jalousie? Qu'est-ce qui crée ce sentiment de jalousie? Ce qui crée ce sentiment de jalousie, c'est qu'on se dit qu'on veut perdre. C'est l'insécurité. Ce sentiment qu'on a de voir l'autre partir. On n'est pas parfois sûr. Il y a des signes qui nous montrent que cette relation semble ne plus être d'exclusivité. D'accord. Donc, on se sent en insécurité. On se sent en insécurité, on se dit on veut perdre. Et parfois, on est en train de... On pense à une infidélité. On se dit, et il se pourrait que tel geste conduit à quelqu'un qui veut prendre ma place et qui va conduire à l'infidélité. On veut garder la main. D'accord. On veut être sûr que ça ne va pas arriver. Donc on n'est pas rassuré, on n'est pas confiant, on a peur de perdre. Oui, Pascaline? Moi, je pense que c'est le fait d'avoir de nouvelles, je ne vais pas dire de nouvelles conquêtes, mais c'est le fait de constater un certain nombre de dérives, un certain nombre de comportements, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Et quand ces comportements-là commencent par transparaître, on se demande s'il n'y a pas quelqu'un qui nous amène à être cocu. On se pose des questions et c'est normal. Une dispute, quelqu'un du jour au lendemain qui devient coquin, il passait par des parfums. Et qui tout d'un coup se parfume. Il s'habille très bien, il se lave correctement, il est tout le temps bien coiffé. Parfois, c'est une simple manière d'attirer l'attention de son partenaire pour dire attention. Si tu fais pas attention... Ouais, c'est aussi une stratégie, pour raviver, on va dire, la flamme dans le couple. C'est une stratégie. Et c'est pour ça que je disais que ça devient toxique du moment où on n'est plus soi-même, on veut surveiller, on veut avoir son nez dans tout, que ce soit au boulot. J'en connais qui vont au boulot même à l'heure du service et on fait semblant qu'on veut apporter. Parfois, moi, j'étais au boulot de ma femme quand elle était à Cotonou. Je dis parfois. Il y a entre deux, vous savez, moi je suis libéral, je gère mon temps, je ne travaille pas pour quelqu'un, je travaille pour moi. Ce qui n'est pas forcément le cas pour nous. Ce n'est pas aussi facile de gérer son temps, mais parfois il arrive des fois où elle m'écrit pour me dire, j'ai peut-être oublié telle chose, il y a telle chose, et puis bon, au lieu qu'on en parle au téléphone, bon, peut-être son patron n'est pas là, je passe rapidement. Dans son boulot, dans une journée ou chaque 2 jours, vous me verrez. Vous me verrez. Mais on n'est pas, je n'ai pas dormi là-bas pendant 10 fois. Mais parce que je sais gérer, vous savez, dans une relation,
il y a la capacité d'interpréter les actions et les gestes de l'autre. C'est aussi de la communication dans le couple. D'accord. Mais on interprète toujours en fonction de qui nous sommes. Voilà, j'aime bien quand vous le dites ainsi. Oui. On interprète en fonction de qui nous sommes. Je connais une dame, quand son mari l'appelle et elle ne décroche pas, c'est déjà source de tension. Et c'est pas une dame, c'est sa mari, il faut connaître. Oui, parce que... Non, quand moi j'appelle, oui? Elle ne décroche pas, c'est pas un souci, mais quand elle me rappelle, il faut avoir le réflexe de dire, j'étais peut-être au téléphone. Si tu ne dis pas, je ne dis rien, mais c'est le comportement de beaucoup d'hommes. Oui, mais elle, franchement, c'est vraiment source de conflit. Parce que parfois, moi, je le fais par réflexe. Mais pourquoi vous faites ça? La preuve que je le fais, c'est par réflexe. Coach, pourquoi vous faites ça? On ne fait pas ça, mais c'est normal. C'est une réaction. Parfois, je dis, je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. La moindre des choses, c'est de me dire, bon, j'étais en train de faire... C'est la moindre des choses. Parfois même, malgré les explications, ça ne passe pas. Pas du tout. Ça passe pas. Non, ça va pas. Je t'ai appelé, tu n'as pas pris, tu faisais quoi? C'est fou, quoi. Non, quand on explique, je me calme. On peut, pour X ou Y raison, voilà, être occupé. Du moment où tu ne trouves pas la bonne réponse, eh bien, c'est parti. Hein. On commence pas à avoir des doutes, on se demande si c'est pas autre chose. Et à ce moment-là, on commence pas à vous surveiller, on commence pas à vous pistonner. Non, on ne va pas vous surveiller. Non. Mais vous devez vous surveiller vous-même. Mais justement... Et ce qui est curieux, c'est que tu sais ce qu'il dit à la bonne dame, en fait, il dit... C'était devenu, c'est un peu comme, en fait, ça vire vers, comment on appelle ça? On dit la paranoïa, voilà. Oui. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais à chaque fois que je t'appelle à la pause, là, tu ne réponds jamais. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Non, vous savez ce que moi je fais parfois? Quand j'appelle, elle ne décroche pas. Parfois, quand elle appelle, je ne dis plus rien aussi. C'est la troisième fois qu'elle appelle que je décroche. Ah, d'accord. Oui, bon, je dis bon. Non, je dis parfois. Vous savez, parfois, il y a des fois où on rappelle parce que bon, on veut quelque chose dans les médias, c'est les hommes. Mais après ça, quand tu m'appelles, bon, il dit, donc moi, je suis occupé. Quand il te rappelle une première fois, il te rappelle une seconde fois. La troisième fois, c'est pour vérifier en fait où tu es. Non, pas toujours. On veut quelque chose. Et ça c'est un cas de figure. Il y a un autre cas de figure. Alors, tu es en ligne, la femme, par exemple, elle est en ligne, elle communique avec quelqu'un et son homme l'appelle. Il se fait que c'est un appel professionnel, elle ne peut pas raccrocher. Il y a des hommes qui en font tout un tas d'histoires. Non, elle ne me suit pas, ma femme est championne dans ça. Là. Ils vont jusqu'à te dire parfois, bah écoute, si c'est le président de la République qui t'appelle. Je suis quand même ton président de la République. Ou bien on va voir sur ton statut, les sentiments amoureux, c'est fou. Quelque chose. Et on te dit, mais quand même, tu as publié quelque chose il y a 5 minutes, mais comment se fait-il que dans ce laps de temps, tu es incapable de répondre? L'amour nécessite un tout petit peu de jalousie. Quand vous êtes jalousie, quand elle est saine, elle est saine, vous pouvez à votre époux ou à votre épouse que vous l'aimez. Quand vous ne dites rien, je suppose que quand vous vous levez le matin, on ne vous dit pas que votre chemise elle est belle. On ne vous dit jamais rien. Mais quand vous sortez, il y a quelqu'un d'autre qui vous dit, mais monsieur, coach, j'ai l'habitude de vous suivre. J'aime vos prises de parole. J'adore votre manière de parler. Mon Dieu, madame à côté, elle va piquer. C'est qui? Il en est de... C'est encore pire quand pour la femme. Parce que tu vois comment il te regarde. On dirait qu'il se retrouve... Non, je me dis pas, nous... Bon, disons que c'est fréquent. Non, vous savez, nous... Moi, ma femme m'a dit écrit ce matin. Elle m'a dit écrit. Quand elle n'est pas à côté, on s'est dit écrit ce matin. Bonjour, on s'est écrit. Donc, on est calme. Mais vous savez, les hommes sont quand même calmes. J'aime bien, en fait, le coach cherche de petits barrages pour ne pas dire en réalité ce qu'il en est. Non, on comprend, mais vous savez, tout est une question d'interprétation. On vous appelle, vous ne répondez pas. Quand vous appelez votre mari, dites, bon, c'est que ce soit un réflexe, que ce ne soit pas l'homme qui demande. De donner une explication tout de suite. Non, parce que des gens comme moi, vous allez voir, je ne veux jamais te demander d'expliquer. Je veux quand même un gentleman, bon, je veux faire l'effort. Le coach doit faire l'effort. Voilà. Mais que ce soit un réflexe. Moi, je ne vais pas te demander, tu faisais quoi? Mais quand même, que ça soit un réflexe, je comprends. Je fais l'effort de comprendre. Et je pense que les hommes devront faire l'effort
de comprendre. Mais n'interprétons pas mal, parce que quand dans une relation on commence par mal interpréter, je vous assure, on se déconnecte tous les jours de l'autre. D'accord. Alors on va retenir sur ce plateau que la jalousie quand elle est saine, c'est bon pour le couple. Forcément. D'accord, ça pimente un peu quand monsieur sait que voilà, sa belle est peut-être voilà, je sais pas, convoité. Quand il sait que sa belle est désirée. Désirée comment pas? Je connais un couple qui a fait 30 ans de vie. Et le vieux, quand la vieille va au marché et que l'heure à laquelle, en fait, l'heure donnée par la vieille pour le retour, elle n'est pas à la maison, il tempête, hein. Il était roi à caler son monde. Non, peut-être qu'il a peur. Vous savez, parfois on a peur qu'il n'est pas au même à l'âge adulte. Je vous ai volé un rire, vous êtes d'accord avec moi. Non, mais sérieusement, plus sérieusement, il faut dire que les conséquences d'une jalousie, on va dire pathologique, sont énormes. D'accord. La jalousie, quand elle est saine, ça pimente. Ça vous fait vous sentir importante, surtout. Et ça vous permet également de vous recadrer dans le couple. Exactement. Ça vous dit, il m'aime, elle m'aime, il faudrait que je me ressaisisse. S'il y a un mauvais comportement à revoir, il faut revoir. Donc ça c'est comme vous le dites, quand elle est maladive, ça va dans tous les sens. Ça détruit. Mais quand elle est saine, ça vous permet de reconstruire à nouveau. Ça vous permet de franchir les étapes les unes après les autres. Mais est-ce qu'un homme ou une femme qui est excessivement jaloux au point d'être possessif ou possessive, si on veut, est-ce que ce n'est pas un signe aussi d'un manque d'estime de soi? Coach, oui, parfois on se sent, la jalousie est créée aussi par un certain complexe, parfois peut-être d'infériorité ou je sais pas. Non, pas forcément. Hein. Oui, vous savez, dans la vie, c'est pourquoi je dis aux parents, il faut commencer par acheter des trucs à vos enfants pour qu'ils aient la notion de posséder, d'avoir. Il y a des gens qui n'ont jamais rien eu dans leur vie. Et quand ils commencent par avoir des choses comme une femme, ils possèdent cela. Ce que je dis, c'est dans le processus de socialisation. Vous avez l'enfant, quand il a un jouet, vous voyez comment il ne veut pas donner à quelqu'un d'autre. Et progressivement, il apprend à partager, à donner. C'est vrai qu'ici, on est dans une relation de sécurité. Mais en donnant à l'autre, il apprend à avoir confiance à ce qu'il a, que quelqu'un d'autre peut l'utiliser. Ce n'est pas la même chose, hein. Mais ça crée dans sa tête une capacité de relâcher, de lâcher prise, de comprendre autrement. Et quand il grandit, quand il aura une femme, c'est vrai que c'est sa femme. Mais il ne va pas voir les choses de la même manière. Je dis bien, dans la vie, il y a des gens qui n'ont jamais rien eu, qui ont toujours été pour les autres. Et quand ils arrivent à avoir quelque chose dans la vie, ils ne peuvent pas sentir ça que c'est parti en une seconde. D'accord. Il faut notamment bien, ils deviennent possessifs. Et l'homme aussi. Nous allons recevoir dans un moment Nadège Sani pour les avis de nos internautes. Est-ce qu'on peut dire que la jalousie, c'est une sorte de, je sais pas, la maladie d'amour? Oui, c'est une maladie. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Est-ce qu'on peut dire ça? Ah oui. J'avais oublié qu'il y avait une chanson. Donc, en réalité, il faut un tout petit peu de jalousie pour faire revivre cet amour qui est né il y a peut-être 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, pour dire tiens, je tiens toujours à toi. Malgré le nombre d'années, je voudrais que tu sois toujours à moi. Je ne voudrais te partager avec personne. D'accord. Donc, je pense que l'amour a besoin de jalousie. L'amour a besoin de ce sentiment-là pour évoluer, pour franchir toutes les étapes. Allez, Nadège Sani, bonjour. Bonjour à vous, Rachidat. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes ce qu'on peut appeler une jalouse saine ou pathologique? Saine. Saine, d'accord. Alors, que disent les internautes ce matin, ma chère Nadège? Alors, les opinions sont diverses concernant le thème abordé aujourd'hui. Nous ouvrons avec l'avis continu Didi qui soutient que la jalousie ne constitue pas
une preuve d'amour. Pour lui, elle agit comme un opium, un véritable poison pour les relations. Il illustre ses propos par un drame survenu à Ifani où 3 personnes ont perdu la vie à cause de la jalousie. Marc Onésime Cyril, quant à lui, pense qu'aimer implique une forme de jalousie. Toutefois, il précise que se laisser submerger par ce sentiment peut être néfaste. Esprit Saint ne partage pas cet avis. Selon cet internaute, la jalousie n'est pas une preuve d'amour, c'est faire preuve de gourmandise et de malcompréhension. Pour Hospice Kowanou, l'amour sans jalousie ne peut évoluer. Il se dit lui-même très jaloux au point de réagir vivement s'il voit sa copine avec un inconnu, mais il aime rendre les femmes jalouses et ça lui fait du bien. Jules Hassen Nouagovi partage ce point de vue. Selon lui, ceux qui éprouvent une forte jalousie sont souvent ceux-là même qui aiment véritablement. Il affirme qu'il est possible d'aimer, qu'il n'est pas possible d'aimer sans être jaloux. Geoffroy Agbasoula, de son côté, considère la jalousie comme l'un des nombreux signes d'amour. Il la définit comme un sentiment d'insatisfaction ou d'angoisse né de la peur de perdre un être cher au profit d'un autre. Pour Stanislas Sidagbo, la jalousie n'est pas une preuve d'amour, mais plutôt une manifestation de peur, de manque de confiance en soi ou en l'autre. Il reconnaît que le désir de garder son partenaire est naturel, mais insiste sur le fait qu'un amour sain repose sur la confiance, le respect et la liberté mutuelle. Enfin, Zulkif Diwa pense que la jalousie détruit tout simplement l'amour. Et voilà, Rachidat, quelques avis que je partage avec vous ce matin. Voilà, c'est des avis qui rejoignent un peu ceux de nos invités sur le plateau. Allez, on peut se laisser aller à quelques petits excès de jalousie. Non, quelques petites crises de jalousie. Oui. Mais il ne faut pas en faire trop. C'est ça, non? Il ne faut pas en faire trop. Nadège, je sais que vous êtes un peu possessive. Très possessive. Voilà, ça se voit. Allez, merci Nadège. Merci. On va se retrouver la semaine prochaine, n'est-ce pas, toujours sur le forum de discussion. Merci, bon week-end. Merci beaucoup, bon week-end à vous. Alors, c'est déjà fini pour ce débat. Ma chère Pascaline, qu'est-ce qu'on va retenir? En gros, votre mot de la fin. Coach Fulgence aussi va donner... en conclusion, je dirais que la jalousie, c'est un signe d'amour, comme l'ont dit nos amis internautes. Et après cette crise de jalousie, j'estime qu'il faut se retrouver, il faut discuter, il faut chercher à comprendre en fait ce qui a entraîné la jalousie et repartir sur de nouvelles bases. D'accord. Alors, coach Fulgence Arangonon, votre mot de la fin? Je vais dire aux autres, surtout aux couples, lorsque vous êtes dans un couple et que l'un des partenaires est vraiment jalouse, que c'est une jalousie maladive, il faut vraiment l'accompagner, peut-être avec des thérapies. D'abord, comprendre son histoire. Ça n'a l'air de rien, mais ça permet de comprendre pourquoi l'autre agit ainsi, tel ou tel comportement, et l'accompagner parce que ça va détruire l'amour. Et les autres types de jalousie, quand c'est simple, bon, il faut vraiment être modéré. Et il faut, nous les hommes, il faut comprendre. On t'a appelé, elle n'a pas décroché, ça ne veut pas dire qu'elle est quelque part. Hein? Et je demande aussi aux femmes d'expliquer, de communiquer. Nous les hommes, on a besoin simplement d'être rassurés. D'accord. Les hommes, on a besoin d'être rassurés. Chaque fois, il faut expliquer, il va comprendre, il faut nous rassurer. Quand on est rassuré, on est tranquille, on est en paix et on travaille bien. Parfois, quand vous êtes rassuré, même quand on vous dit tout, vous n'êtes pas vraiment... Non, il faut trouver vraiment les mots pour tout nous dire. Le mot de la fin, là, c'est trop long. Je suis là, je parle au nom des hommes. Allez, merci coach Fulgence Arangonon. À la semaine prochaine. Ma chère Pascaline, merci beaucoup. C'est du thème, n'est-ce pas? Allez, bisous. À la semaine prochaine.
Alors, bonjour le Bénin se poursuit avant d'ouvrir la parenthèse culturelle du numéro du jour. Eh bien, on va recevoir des invités de l'ASIN, Système d'information et du numérique. Avec eux, on va parler d'un programme, le programme Cyber Incube. On en parle donc avec deux invités ce matin. Madame Jessica Gaba, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes chef service start-up, entrepreneuriat, innovation à la DPME. Merci d'être avec nous ce matin. Monsieur Roland, AIP, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes responsable du département cybersécurité à l'ASIN. C'est l'ASIN, on dit, n'est-ce pas? L'ASIN, oui. L'ASIN, d'accord. Alors, en quoi consiste le programme Cyber Incube et quels besoins vient-il combler? Merci madame la journaliste. Donc bonjour à tous et à toutes. Le Cyber Incube, c'est un programme en partenariat avec deux agences gouvernementales, l'Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises et l'ASIN qui est l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Il va s'agir de susciter de nouvelles entreprises dans la cybersécurité, des entreprises qui vont aider à pouvoir lutter contre les menaces en cybersécurité. De plus en plus aujourd'hui, nous avons des attaques sur le cyberespace. Nous ne sommes plus forcément totalement en sécurité. Je pense par exemple à du hacking, des sites, des infrastructures. Et donc ces solutions-là qui vont être développées par des jeunes vont être des solutions qui vont aider vraiment à avoir des solutions béninoises pour la cybersécurité. Et il faut savoir également que ça va être un programme pour des jeunes entrepreneurs, mais aussi pour des jeunes porteurs de projets, des gens qui n'ont pas encore forcément de structure. Nous, on va les accompagner pendant une durée de 6 mois. Et à la fin de ces 6 mois-là, ils vont être capables de sortir des solutions viables, des entreprises, et nous allons les financer aussi pour ça. Alors, monsieur Ikwe, à qui s'adresse ce programme ? Ce programme s'adresse aux jeunes porteurs de projets, comme le disait tantôt Jessica, aux start-up. Et nous suscitons également la participation féminine pour que... la participation des femmes est, voilà, comme on dit souvent, est fortement souhaitée. D'accord. On ne dit pas que ce secteur seulement, c'est ce que soit un secteur destiné aux hommes. Aujourd'hui, l'ASIN, avec ses expériences, a formé plusieurs jeunes. D'ailleurs, on a même un projet de formation de 100 jeunes filles sur tout le territoire national. Et cela montre que les femmes ont la capacité de véritablement montrer leur preuve dans ce secteur-là. Donc ça s'adresse à ces jeunes-là, aux start-up, mais il faut avoir tout au moins 18 ans. Donc, voilà. D'accord. Alors, quelles sont les différentes étapes du programme? Alors, le programme est divisé en 3 grandes étapes. La première étape, c'est d'abord la phase d'appel à candidature qui a été lancée déjà depuis le 14 avril, qui devait prendre fin le 15 mai, donc hier. Mais on a reçu beaucoup d'appels de ces porteurs de projets là, qui nous disaient qu'ils sont prêts, mais ils n'ont pas pu soumettre le projet à temps. Donc le comité a décidé de prolonger la date d'un mois. Donc finalement, cette première phase prendra fin le 13 juillet. La deuxième phase sera la phase de speech, de présentation. Donc à la fin de cette première étape, on va sélectionner 20 projets et qui vont défendre leur projet devant un parterre de jury. Et les 10 meilleurs projets seront retenus, qui seront incubés pendant 6 mois, comme le disait Jessica. Et à la fin de cette deuxième étape, on va retenir les 3 meilleurs projets qui seront soutenus de manière technique, de manière financière, qui seront accompagnés jusqu'à la création de leur structure et à l'aide des PME leur ouvrir les portes devant des partenaires techniques. Alors, Madame Gaba, on imagine bien que plusieurs types de solutions en cybersécurité sortiront de ce programme. Alors, lesquelles ? Alors ça va être des solutions pour l'audit informatique, des solutions pour la détection des malwares par exemple, des solutions de firewall, des antivirus. Et vraiment, on laisse aussi le champ ouvert à leur innovation. On voit ce qui se fait dans la sous-région à l'international. Il y a des entreprises comme Kaspersky, peut-être que vous entendez parler de ça. Exactement. Voilà, nous voulons des solutions faites par des Béninois, ou en tout cas des résidents au Bénin, et on pourra dire qu'il y a des solutions qui ont quitté le Bénin pour aller impacter le reste du monde. Il faut dire aussi que nous, à la DPME, notre expertise, c'est sur l'entrepreneuriat, le volet business. Donc, nous, ce qu'on va apporter en complément des collègues de l'ASIN, c'est ce volet structuration-là pour qu'il y ait un modèle économique derrière et qu'il y ait de la rentabilité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'une entreprise est faite pour faire du profit, du bénéfice. Et c'est ça, c'est cette expertise-là que nous, à la DPME, étant guichet de l'entrepreneuriat, nous allons leur apporter en plus. D'accord. Ça va être un bon suivi. En tout cas, ils seront accompagnés tout au long de ce processus. Et quels conseils pouvez-vous donner
aux jeunes, par exemple, hein, qui sont désireux de participer à ce programme pour bien réussir leur candidature. Parce qu'une chose est de candidater, mais l'autre chose aussi est d'être retenu, non ? C'est cela. Alors, ce qu'on va leur conseiller déjà, c'est d'aller sur des solutions qui répondent à des vrais problèmes. Donc, ils peuvent déjà faire un petit tour des utilisateurs, des entreprises, voir quels sont les vrais soucis que les gens ont au niveau de la cybersécurité et nous proposer des solutions qui vont répondre à ces problèmes-là. Pour le volet économique, comme je vous l'ai dit, nous, on va travailler dessus avec eux. Donc, tout de suite, ils ne sont pas encore obligés de forcément réfléchir énormément à la rentabilité parce que nous, c'est ça qu'on va leur apporter dans le programme, mais surtout se concentrer sur le problème et comment résoudre ce problème-là. Aussi, peut-être, je vais rajouter l'équipe. Faire en sorte que dans l'équipe, il y ait au moins un expert technique, donc qui maîtrise le métier informatique, cybersécurité, mais aussi un expert qui a un peu de gestion de projet dans son profil. Voilà. D'accord. Un dernier mot, M. Gaba? Non, M. Aïpé, oui. Alors, nous invitons les jeunes à se composer en équipe de 2 ou 4 personnes, d'avoir vraiment une vision de leur projet, d'apporter une solution à un problème. Si, comme le disait tantôt, si on passe dans les entreprises, il y a toujours des problèmes de cybersécurité qu'il faut résoudre. Donc, d'apporter une solution au problème qui existe et de candidater dans le délai requis. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sinon souhaiter bonne chance, n'est-ce pas, à tous ces jeunes qui ne prendront pas au programme Cyber Incube. Merci Jessica Gaba. Merci M. Aïpé. Assurez-vous, je ne dirai pas M. Gaba. Allez, merci d'être passé sur Bonjour le Bénin. C'est une opportunité à saisir absolument. Allez, on ouvre maintenant la parenthèse Actu Culture et je reçois dans un moment mon cher Aziz Adam Soulé. Actu Culture, tout de suite. Alors, dans l'agenda culturel de ce vendredi, on démarre par l'Agence de développement des arts et de la culture, l'ADAC, qui a marqué sa présence au Bénin Investment Forum qui s'est tenu au Sofitel Cotonou Marina Hotel le jeudi 8 mai dernier. Aziz, rebonjour. Rebonjour Rachidat, vous l'avez dit, l'ADAC qui a en tout cas marqué d'une empreinte digitale sur le thème financer les industries culturelles et créatives et le tourisme, modèle hybride, fonds spécialisé et nouveaux partenariats. C'est Faisal Yolonfou, directeur du cinéma des arts vivants de l'ADAC au Bénin, qui a animé les différentes discussions aux côtés d'éminents acteurs du monde culturel tels Amir Ali, justement, l'ancien sociétaire du groupe CCC, l'autre personnalité de ce monde-là également, à être présente à cette rencontre, c'est Roselyne Zanou et du directeur de la promotion des investissements en abrégé APS, Marc Anani Isaac. Un panel qui a permis en tout cas des moments d'échange constructifs et de prospection pour le secteur. On va suivre très rapidement un petit bout de la capture vidéo qui retrace cette rencontre. Ces éminentes personnalités qui nous font l'honneur d'être avec nous. Je voudrais nommer, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement. De promouvoir l'économie culturelle et artistique, c'est-à-dire d'accompagner les professionnels pour le développement des idées, pour l'investissement et aussi pour la promotion. Et dans la promotion, c'est vulgariser la création artistique et culturelle. Le code des investissements, la loi des partenariats publics et privés et la loi des autres spécialités.
Voilà, Rachidat, voilà un bout en tout cas de ce qui s'est passé le 8 mai dernier du côté du Sofitel de Cotonou. Et j'ajoute très rapidement, si vous le permettez, que le FDAC, le Fonds des Arts à la Culture, se distingue également par sa capacité à offrir un soutien financier conséquent. Alors, les projets soumis peuvent bénéficier d'un financement allant justement jusqu'à 30 millions de francs CFA. Toutefois, la contribution de l'ADAC est limitée à 70% du budget global, les porteurs de projets étant tenus de mobiliser en tout cas 30% restant à travers les partenariats ou des apports personnels. Et on en vient à présent aux différents panels de la biennale Yonou Hangbe dont on a parlé il y a quelques jours sur ce plateau. Oui. Une biennale qu'organise l'association Bénin Révélation Star et Villa Caro. C'est une occasion où tout le pouvoir sera donné à la musique live des femmes artistes africaines au Bénin. Oui, tout le pouvoir sera donné à la musique live des femmes africaines, vous l'avez dit, et c'est pour les 6 et 7 juillet 2025, c'est à Grand Popo, occasion choisie pour explorer en tout cas les enjeux de l'entrepreneuriat et du leadership féminin, à savoir innover, impacter l'entrepreneuriat féminin, transformer et oser vaincre sa place dans ce secteur. Alors, les panels seront animés par des femmes engagées, des femmes d'exception, comme Colleen Lee Thompson, chargée de mission du président de la République aux arts et à la culture et aux industries créatives, Roselyne Chantal Romao, chef d'arrondissement d'Agoué, et Huifa Carmen Ichitse. Elle est activiste féministe et spécialiste Rachidat en leadership féminin. Et dans le reste de l'actualité culturelle, Aziz, vous nous parlez de la 3e édition de Canex Short. De quoi s'agit-il déjà? Oui, Canet Short, c'est un concours de court-métrage. Là, nous sommes dans le monde du cinéma qui s'adresse aux jeunes cinéastes d'Afrique et de la diaspora. Canet Short a été créé afin de renforcer le dialogue avec la communauté cinématographique à travers ce programme captivant et passionnant de discussion de l'industrie créative, de masterclass et de salles de marché d'exposition. Le concours est ouvert aux Africains. Le film ne doit pas durer, en tout cas selon les critères, on va le dire ainsi, plus de 5 minutes. Le réalisateur doit être âgé de 18 à 35 ans. Le film doit avoir été réalisé en 2023 ou après. Un mot de littérature, cette fois-ci, nous prenons la direction de Porto Novo pour une rencontre avec l'auteur de l'ouvrage intitulé L'amour à l'épreuve du Fa. C'est du côté du Centre africain des créatures, Ken Bogol. Effectivement, c'est un moment de café littéraire avec Modeste Agbikosi qui donne le rendez-vous aux inconditionnels du monde de la littérature, passionnés des lettres pour la découverte de son ouvrage intitulé L'amour à l'épreuve du Fa. Oui, un thème assez évocateur. C'est du côté de Porto Novo, vous l'avez dit, pour le samedi à 17h du côté du Centre africain de créatures, Ken Bogol pour être plus précis. Et puis Aziz, nous avons un invité, n'est-ce pas? Nous avons un invité. Et comme je l'ai dit ce matin, 10 ans que le Japon l'a adopté, mais le Bénin ne l'a jamais quitté. Adek Aligono, artiste béninois au parcours singulier, débute avec l'iconique groupe d'Africa Percu avant qu'une rencontre fortuite ne l'amène à tracer son propre chemin en solo. Merci de nous le faire découvrir ce matin, en quelques mots. Oui, pour rajouter déjà à votre présentation, c'est sur les scènes de Nippon qu'il se fait d'abord remarquer. Adek Aligono, au-delà de son amour pour le happy, instrument découvert au Japon qu'il apprivoise et intègre à sa musique, fera de lui un artiste unique et atypique. Aujourd'hui, Adek Aligono nous revient au pays avec son 2e album, mesdames et messieurs, fruit d'un métissage vibrant entre racines et horizons lointains. Un projet sincère et audacieux, enraciné dans le rythme béninois et ouvert sur le monde. Et c'est avec plaisir que nous le recevons sur ce plateau. Bonjour à vous, Adek Aligono. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien? Merci. Et chez vous? Ouais, ça va bien. On est heureux de vous recevoir. Alors, c'est vrai que Adek Aligono a quitté le Bénin il y a longtemps.
Oui, ça fait 15 ans déjà. Ça fait 15 ans. Que le Japon m'a adopté. D'accord. Mais le Bénin est toujours là. Le Bénin est toujours là parce que j'étais parti avec le Bénin à travers mon esprit, à travers mes instruments, à travers mes chansons, et à travers ma musique, et que j'ai commencé en solo là-bas. Donc, j'étais parti avec le Bénin tout complet. D'accord, voilà. Le Bénin tout complet. Et vous êtes là. Ce matin, vous revenez au devant de la scène avec une belle actualité. Parlez-nous-en. Oui, tout à fait. Je suis là actuellement pour m'occuper de mon nouvel album, mon deuxième album. Et donc, comme actualité, le 22 et le 23, il y a deux spectacles pour présenter l'album au public. D'accord. Le 22 au lieu unique et le 23 au Guimel. Donc, alors, oui. C'est un spectacle juste d'une heure et qui sera libre et gratuit. Alors, quand on quitte son pays, plus d'une dizaine d'années après, et qu'on revient au Bercail, certainement c'est avec Faste, c'est avec engouement qu'on retrouve les siens. Qu'est-ce qui fera la particularité justement de ce spectacle? La particularité de ce spectacle, il aura chanson en japonais, il aura la présentation d'un instrument atypique que je vais présenter, qui n'est pas sur le continent africain. Il aura un répertoire multicolore. Multicolore, parce que le titre de l'album en question même est multicolore. Donc, en réalisant cet album, on a dû visiter plusieurs régions du Bénin. Parce que, vous savez, jusque-là, on a un problème national. Il faut avoir le courage de le dire. On a un problème sur le plan mélodie. C'est-à-dire, lorsque vous vous retrouvez hors du Bénin, je ne sais pas s'il y a des gens qui reconnaissent le Bénin à travers telle mélodie sans connaître l'artiste. D'accord. Donc, chacun dans son coin, c'est-à-dire... On n'identifie pas le Bénin à travers une musique. Voilà, comme sans connaître l'artiste... On dit la Côte d'Ivoire, le Congo décalé. Voilà. Oui. Donc, on ne connaît que des artistes, des musiciens talentueux. Mais, comme les autres, sans connaître l'artiste, il faut l'identifier à travers quelques notes ou un rythme donné. Donc, en faisant... pour ce deuxième album, je me suis dit, il faut un travail. D'accord. Il faut un travail. Donc, on a visité Louémé, on a visité Ouida, j'ai visité mon village.